Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié, personnifié en l'occurrence par un redoutable salaud. Moi. Bonjour à tous, ici Elena de Némésis et bonjour à vous Monsieur Messia. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Némésis pour cette interview, nous vous en sommes très reconnaissantes. Oui. Vous êtes adhérent du Rassemblement National depuis 2016 et depuis 2018 vous êtes délégué national du parti pour les études et argumentaires et membre de son bureau national. C'est ça. Pouvez-vous nous décrire rapidement votre parcours personnel avant votre arrivée au RN? Origine, études, carrière professionnelle et parcours politique global? Oh là, ça va être un peu long à écrire, je vais essayer d'être bref. Je suis arrivé donc d'Égypte à 8 ans dans le sillage de mes parents, ma mère notamment, qui avait été invitée par le gouvernement français à venir faire sa thèse en France. Ensuite j'ai grandi dans l'est de la France, à Mulhouse, avant de bouger sur Paris à l'âge de 13 ans pour poursuivre des études dans un lycée parisien. J'ai eu mon bac en 89, j'ai poursuivi des études de sciences économiques jusqu'au doctorat et je suis parallèlement diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l'ENA, promotion 2005. Le parcours politique, j'ai commencé à militer dans les cercles souverainistes à la fin des années 90, au moment des grands débats de l'abandon de la monnaie nationale. Donc j'ai fait partie de la fondation Marbloch qui a été cofondée par Henri Guénaud, qui était à la fois mon prof à Sciences Po et mon membre de mon jury de thèse de doctorat. Et ensuite j'ai eu l'ENA, ma carrière a pris une autre dimension parce que j'ai servi la France à l'étranger dans diverses ambassades. Et je suis revenu en France en 2011, année au cours de laquelle Marine Le Pen a pris la présidence du Rassemblement National. Donc là, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au parti, à regarder un petit peu le changement, à la fois de lignes, de personnes, etc. Et j'ai décidé de m'adresser directement à Marine fin 2014, en lui envoyant un mail tout simplement, en lui disant voilà qui je suis. Et 15 jours après, j'avais un rendez-vous pour être dans son bureau, pour parler avec elle. Et donc je me suis retrouvé rapidement porte-parole des Horaces, ce collectif de hauts fonctionnaires, de cadres du privé qui travaillaient en sous-main au programme de Marine Le Pen de 2017. Et donc en fait j'ai fait mes premières armes médiatiques en tant que porte-parole de ce collectif. Et puis ensuite j'étais coordinateur du projet présidentiel de Marine 2017. Donc j'ai contribué à faire accoucher les 144 engagements du programme présidentiel. J'ai été candidat aux législatives dans l'Aisne, dans la 4e circonscription de l'Aisne. Et puis ensuite, je suis resté un peu dans le giron du parti avant d'être nommé effectivement dès le début 2018 comme l'un de ses délégués nationaux et un membre de son bureau national. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Passons maintenant au premier thème qui porte sur le voile. Nous souhaitons d'abord revenir sur votre débat en 2019 sur la chaîne RT avec la féministe Judith Bernard. Vous lui avez dit, je cite, « Je ne suis pas sûre que le fait de porter un voile, vous qui êtes féministe, soit un acte de liberté. » Comment expliquez-vous le fait que ce sujet soit tabou chez les féministes de la troisième vague? Mais parce qu'en fait, les féministes de la troisième vague, ils sont dans une aporie idéologique, c'est-à-dire une impasse logique idéologique entre d'un côté, je dirais, une idéologie de gauche, diversitaire, qui considère un peu les gens d'origine étrangère, les immigrés, les autres cultures comme des sortes de vaches sacrées qui auraient tous les droits d'importer dans notre pays tous leurs us et coutumes, etc., y compris les plus arriérés, les plus moyenâgeuses. Et de l'autre côté, effectivement, leur féminisme qui, au contraire, est normalement, historiquement, un combat pour la libération de la femme de tous les jougs, que ce soit des jougs sexuels, des jougs professionnels. Et donc, je pense qu'elles ont trouvé une sorte de synthèse invraisemblable entre leur idéologie gauchiste et leur héritage féministe au sens strict du terme. Et donc, pour se sortir de cette aporie, ils vous disent les yeux dans les yeux qu'en fait le voile est l'acte suprême du féminisme contemporain, ce qui est un délire évidemment absolu,
puisque lorsque l'on voit dans les contrées arabes où le voile est généralisé, le premier combat des femmes, c'est précisément de se débarrasser du voile. Le voile, faut-il le rappeler, n'est pas un bout de tissu, c'est un bout de charia. C'est pas la même chose. Le voile n'est pas la liberté, c'est pas une tenue vestimentaire comme une autre. Le voile est une prison vestimentaire visant à cacher la femme. L'idée sous-jacente derrière le voile, c'est que derrière tout homme, il y a un obsédé sexuel. Derrière tout homme, il y a un être libidineux qui, lorsqu'il voit la femme, ne la voit qu'à travers un être uniquement sexuel et sexué, rien d'autre. Et donc, de ce point de vue-là, au lieu de travailler sur leur propre maladie, en quelque sorte, ou sur leur propre névrose sexuelle, eh bien, ils préfèrent la solution de facilité, c'est le tartuffe, cacher ce sein que je ne saurais voir. Voilà. Mais c'est une tartufferie imbibée de religieux, de cultures, de d'autres contrées qui ne sont pas les nôtres. Chez nous, les femmes sont dévêtues, elles sont belles lorsqu'elles sont dévêtues, elles sont belles lorsqu'elles sont sans le voile. C'est le plaisir de chaque homme de voir des belles femmes dans la rue. Les femmes elles-mêmes se trouvent plus belles lorsqu'elles sont vues par elles-mêmes et par les autres, sans évidemment entrer dans le voyeurisme, mais ça fait partie d'une société saine et normale que les femmes puissent se balader librement, cheveux au vent, dans des tenues qui sont belles. Voilà, l'art de la beauté féminine, c'est quand même quelque chose de très français auquel nous tenons beaucoup. On est entièrement d'accord. Voilà. Alors, certaines familles musulmanes conditionnent les femmes à le porter depuis l'enfance. Étant issu d'une minorité religieuse dans un pays travaillé par l'islamisme, est-ce que cela vous a rendu particulièrement sensible à cette question ? Oui, parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette situation est dissymétrique. Je m'explique. Ça veut dire que tant que la majorité des femmes n'est pas voilée, les femmes voilées ne vivent aucune sorte d'oppression, ou très peu. En revanche, dans une société où toutes les femmes sont voilées, les femmes qui ne le sont pas, elles vivent un véritable calvaire. Et donc, en réalité, lorsqu'on voit comment les choses ont évolué dans les pays arabes, parce qu'il suffit de regarder ce qu'étaient les pays arabes dans les années 50 et 60. C'était exactement comme en Occident. Vous prenez l'université du Caire dans les années 60 où ma mère a fait ses études, elle me montre des clichés de ce qu'était l'université du Caire dans les années 60, elle n'avait rien à envier à la Sorbonne. On voyait des femmes en mini-jupe, on avait même des distributions de bière, vous voyez, on rendez compte. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'il y a eu une invasion du wahhabisme, les femmes sont entièrement... Et pourquoi ? Parce que initialement, les frères musulmans de l'époque ont fait de l'entrisme dans l'université. Ils ont fait comprendre que, puisque tout était libre, eh bien, eux aussi avaient le droit de faire, au nom de la liberté, prévaloir leurs accoutrements vestimentaires, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et d'ailleurs, à l'époque, les organisations étudiantes gauchistes défendaient, au nom des libertés, le droit pour les femmes de se voiler. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait rentrer le loup dans la bergerie, il n'est plus possible de l'en faire sortir. Et à mesure que des sociétés se couvrent de voiles, ne plus être voilé est un acte de résistance. Moi, j'invite simplement une femme aujourd'hui à descendre non voilée dans un bus public d'une grande capitale arabe. Et elle va voir à quel point c'est compliqué et difficile. Donc moi, je dis que c'est pour ça que le voile n'est pas simplement une liberté religieuse. Si c'était qu'une liberté religieuse, à ce moment-là, une société où les femmes sont complètement voilées respecterait les femmes qui ne le sont pas. Or, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est la preuve patente que le voile est un symbole d'un totalitarisme religieux qui ne dit pas son nom. Entièrement d'accord. En parlant de banalisation du voile, passons à une question sur Rokhaya Diallo. Elle a dit il y a quelques années sur un plateau de télé, si une femme musulmane voilée présente un journal de télévision, elle pourrait entrer de manière quotidienne dans tous les foyers français et par conséquent banaliser le voile et le faire accepter plus facilement. Pour le moment, nous ne sommes pas dans cette situation, mais avez-vous peur que cela arrive réellement un jour ? Ah bah au train où vont les choses, si vous voulez, plus rien ne me surprend. Quand on voit qu'aux dernières élections municipales, on a à Goussainville un maire, un islamiste,
fichéesque radicalisme qui arrive à devenir maire, qui passe tous les barrages pour devenir maire. C'est pas une présentatrice de télévision voilée ou une journaliste de télévision voilée qui va être étonnant, c'est peut-être même la prochaine étape. Mais le problème, ce que n'a pas compris Rocaille Diallo, c'est que les Français n'en veulent pas. Ils ne veulent pas du voile. Alors le problème, c'est que les Français sont chloroformés, terrorisés, tétanisés par les médias qui leur expliquent que toute forme de refus de l'altérité la plus vindicative et la plus fanatique relève du racisme et du fascisme. Donc le peuple français est assommé par une espèce de politiquement correct qui leur interdit toute forme de résistance, un politiquement correct dont le seul but est de neutraliser les anticorps identitaires de notre nation. Mais la vérité, c'est que quand vous allez dans la rue, et moi-même qui en fais l'expérience en tant qu'homme public, lorsque les gens m'arrêtent dans la rue, c'est pas pour me dire cassez-vous, il faut du voile partout. Au contraire, les gens me disent c'est très bien. Il y a même quelqu'un, d'ailleurs j'ai posté sa phrase, qui nous a dit vous êtes les seuls, enfin les derniers défenseurs d'un pays qui ne veut plus se défendre. C'est pas qu'il ne veut plus se défendre, c'est qu'on lui interdit de se défendre. On le culpabilise lorsqu'il se défend. Et donc les Français ne veulent pas du voile, ils ne veulent pas de l'importation d'us et coutumes islamiques, mais que nous respectons par ailleurs. Nous n'avons rien contre le musulman, nous n'avons rien contre le monde arabe, nous n'avons rien contre le monde islamique. La France a une politique arabe depuis des siècles, nous avons avec le monde arabo-musulman des liens d'amitié très profonds. Mais nous disons juste que la France a une identité nationale et une culture spécifique qui, elles aussi, doivent être respectées, ni plus ni moins. Donc notre démarche n'est pas une démarche de rejet d'autres cultures, notre démarche est une démarche de protection de la nôtre. C'est pas exactement la même chose. Entièrement d'accord, oui. Passons à la quatrième question. Alors, le voile se banalise de plus en plus avec également la complicité des pouvoirs publics, mais aussi avec les affaires du burkini, le voile sportif chez Nike Adidas, le hijab d'Aïe à Sciences Po. Si le RN arrive au pouvoir, quelles seraient les mesures prises pour lutter contre cette banalisation du voile en France? Et quel regard portez-vous sur cette promotion commerciale d'un signe religieux? Vous savez, moi je suis un économiste de formation, donc je serais tenté de vous dire que tout est économique. Là, en l'occurrence, c'est comme le halal. À l'origine du halal, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les pratiques religieuses, c'est le pognon. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on le veuille ou non, en France, et même dans le reste de l'Europe, vous avez une population d'origine arabo-musulmane qui est une population qui consomme beaucoup et à laquelle il faut évidemment que le capitalisme, en quelque sorte, s'adapte. Donc lorsque Nike promeut le vêtement sportif hijabisé, c'est pas dans une démarche religieuse qui ne dit pas son nom, c'est tout simplement parce que derrière, il y a une clientèle abondante qui rend ce type de vêtement rentable. C'est juste un calcul économique rationnel de la part d'une entreprise par rapport à ses bassins de consommation. Sauf que cette démarche est très dangereuse parce que à travers l'économie, évidemment, est véhiculé le message religieux. Et donc, le Rassemblement national, lui, va interdire toute forme d'expression religieuse à l'extérieur et dans l'espace public. C'est-à-dire que l'une des premières mesures, c'est l'interdiction totale du voile dans l'espace public. Encore une fois, nous comprenons que certaines personnes qui sont des religieuses et que leur religion leur commande de porter le voile, en tout cas une certaine interprétation de leur religion leur commande de porter le voile, nous n'avons rien contre cela. Nous disons juste que si elles veulent rester en France, il faut qu'elles vivent en France comme des Françaises. Si jamais elles ne veulent pas vivre comme des Françaises, ce n'est certainement pas à la France de devenir ce qu'elles sont. Parce que, en fait, le pays dont elles rêvent, où elles rêvent de pouvoir vivre avec le voile librement, sans que personne les regarde, de pouvoir aller dans les piscines en burkini, de pouvoir s'habiller en voile intégral ou en hijab, etc., ces pays existent déjà. Donc pourquoi chercher à transformer la France dans une contrée qui par ailleurs existe déjà? Le plus simple, c'est quand même qu'ils aillent vivre là où ils sont le plus confortables pour vivre. Parce que nous, ici, ce genre de comportement et de revendication identitaire permanente est insupportable. Voilà.
Donc en France, soit on vit comme un Français, soit on s'en va. Voilà, à Rome fait comme les Romains. Maintenant, nous allons passer au deuxième thème qui porte sur la place des femmes dans la société française. Avec le phénomène MeToo et les révélations en cascade, les débats autour de la place des femmes sont renforcés. Pourtant, on observe en parallèle que la femme française a rarement été menacée sur son propre territoire. Qu'en pense le RN et quelles mesures compte-t-il mettre en place pour la sécurité des femmes en France? Mais vous savez, quand on dit MeToo, balance ton porc, le droit des femmes, etc., ça me fait, dans le contexte actuel, ça me fait penser à une phrase de Monterland qui disait « c'est lorsque la chose manque que le mot apparaît ». En réalité, effectivement, plus on dit, plus il y a cette explosion de revendications féminines, etc., la réalité dit que jamais, autant qu'aujourd'hui, le droit des femmes n'a été menacé. Alors évidemment, les féministes actuelles cherchent à minimiser le phénomène. On se souvient par exemple que dans certains quartiers du côté de la Porte de la Chapelle, où systématiquement les femmes étaient harcelées, l'inénarrable Caroline de Haas était venue nous expliquer que c'était une question plutôt d'architecture urbaine et de taille de trottoir plutôt que d'explication culturelle, ce qui est évidemment faux. D'accord ? Et donc effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration massive et incontrôlée se traduit nécessairement et tout doucement par un changement de peuple, même si celui-ci pour l'instant reste circonscrit à certaines zones, mais à l'intérieur de ces zones, le changement de peuple implique un changement de culture, de manière d'être, de rapport avec l'espace public, de rapport avec les femmes, de rapport avec les personnes qui sont également, je dirais, qui circulent dans l'espace public. C'est exactement la même chose avec le roman national. Un changement de peuple implique, qu'on le veuille ou non, un changement de roman national. Vous voyez ? Donc, le rôle et la place que nous avons tous en tête de la femme dans la société française, telle qu'elle est venue aujourd'hui, elle a tendance à changer parce que le peuple français change. Comme disaient Marx et Engels, à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité. Donc, plus il y a de personnes, et il ne vous a pas échappé que l'immigration récente est une immigration à 90% masculine. Donc c'est ça qui explique, on en parlera tout à l'heure, des phénomènes de colonne par exemple. Voilà, donc on a affaire à une immigration massivement masculine, massive tout court, qui vient de contrées où la femme n'est pas du tout n'a pas du tout le rôle et la valeur que nous en avons en France, et donc ils se comportent comme chez eux. Ils considèrent que les femmes, c'est un cheptel, passez-moi l'expression, dans lequel il s'agit de se servir, et qui de toute façon, vous savez, dans les pays arabes, lorsqu'une femme se fait violer, c'est jamais la faute de l'homme, c'est toujours la faute de la femme. Devant les tribunaux islamiques, très rarement un homme est condamné pour viol. C'est toujours la faute de la femme qui l'a provoqué, qui s'est habillée de telle manière, etc. Et nous sommes en train d'importer cet arriérisme, ces coutumes rétrogrades et moyenâgeuses chez nous par le biais de l'immigration de masse. Vous parlez de Cologne et j'en viens à cette question. Pensez-vous qu'en France, des scandales similaires à ceux de Telfort, Rochdale et de Rotterdam puissent se produire, et craignez-vous qu'un Cologne français puisse arriver réellement un jour? Hein? Craignez-vous qu'un Cologne français? Bah écoutez, je pense pas. Un Cologne, non, parce que il faut se remémorer quand même que le scandale de Cologne, cette agression de centaines de femmes, je crois que c'était le jour de la Saint-Sylvestre à Cologne, faisait suite immédiatement à l'afflux de, je ne sais plus, 1,5 million d'immigrés supplémentaires en provenance notamment de la zone irako-syrienne. Donc effectivement, il y a une concomitance des deux phénomènes, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient quand même récemment arrivés. Je pense qu'en France, il y a des agressions. Moi, je reçois des témoignages de femmes par milliers qui me disent qu'elles sont sans arrêt harcelées dans la rue, sifflées, suivies, quand c'est pas des attouchements, etc. Et dans 99% des cas, les auteurs de tels comportements sont rarement des Gaulois réfractaires, si je puis me permettre. C'est toujours, dans l'écrasante majorité des cas, des gens d'origine étrangère. Alors, le problème, je ne sais pas si j'espère
qu'on n'en arrivera pas à des scandales comme ceux de Cologne ou comme ceux de Telfort, mais au train où vont les choses, ce n'est pas à exclure. Je ne l'espère pas, ça me paraît peu probable, mais je veux dire que ces agressions collectives de femmes, même si elles n'existent pas, et quand elles existent, ne doivent pas masquer le calvaire que vivent un certain nombre de femmes au quotidien, qui prennent les transports en commun, qui sont dans leur vie de tous les jours, embêtées, harcelées. Donc je pense qu'en France, le problème est plus diffus. Donc c'est en apparence invisible parce qu'il n'y a pas un truc comme Cologne, mais au contraire, je pense qu'en nombre, c'est beaucoup plus nombreux justement que Cologne. D'ailleurs, on va parler maintenant de l'affaire Mila. Mila nous rappelle que de nombreux musulmans ont un problème avec le concept de liberté d'expression et de laïcité. Elle avait critiqué l'islam avec impulsion, avec ses mots d'adolescente. Elle a reçu de nombreuses menaces de mort, et des insultes personnelles aussi, racistes et homophobes, du type sale blanche, sale gouine. Quelles sont vos opinions personnelles vis-à-vis de Mila et du droit au blasphème ? Moi, si vous voulez, alors j'ai deux opinions. J'ai une opinion personnelle et une opinion plus de citoyen. D'accord. Mon opinion personnelle, c'est que moi, je ne blasphémerai aucune religion. Parce que moi-même, je suis croyant et pratiquant. Et évidemment, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on fasse à moi. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Maintenant, je vis dans une société qui, depuis des décennies, sinon des siècles, se moque de l'Église. Il y a un très fort esprit anticlérical en France. On caricature le pape, on caricature l'Église, on caricature Jésus, on caricature le christianisme. Mais il ne me viendrait pas à l'idée, si vous voulez, ces choses étant existantes, de menacer ou de faire preuve de violence vis-à-vis de leurs auteurs. Pourquoi ? Parce que je suis citoyen d'un pays laïque où on a toute la liberté, y compris la liberté de blasphémer, etc. Donc, pour Mila, il faut revenir à la genèse de cette histoire, parce que Mila n'a pas dit ça comme ça de but en blanc. En réalité, on en revient à la réponse que je vous faisais il y a un instant, c'est qu'on avait commencé à la harceler via les réseaux. Il y avait un jeune homme d'origine maghrébine qui l'a harcelé, en tout cas au départ, qui l'a dragué. Elle lui a émis une fin de non-recevoir, il est revenu à la charge, il l'a harcelé, il l'a dragué, et elle a fini par exploser par cette vidéo avec ces mots, parce que l'autre, ne voyant rien venir de sa part et n'ayant pu obtenir aucune faveur, s'est mise à l'insulter en sa qualité de femme, en sa qualité de lesbienne, etc., etc. Et c'est pour ça qu'elle a fait cette vidéo. Donc la vidéo de Mila est une vidéo en réaction à toute une série d'attaques et de harcèlement qu'elle avait vécu au préalable. Donc c'est quand même pas la même chose que le système. Le système vous explique qu'elle c'est une sortie comme ça qu'elle a faite par hasard. Pas du tout. Donc c'est son droit. Après tout, pourquoi est-ce que la société devrait être choquée lorsqu'on insulte Mahomet ou lorsqu'on insulte le Coran, alors qu'elle rigole lorsqu'on insulte Jésus, lorsqu'on insulte l'Évangile ? Enfin, en France, toutes les religions sont logées à la même enseigne, et que si on autorise le blasphème, on l'autorise pour toutes les religions. Il n'y a pas une religion qui est supérieure à l'autre. Et donc, si les musulmans veulent être des citoyens français, eh bien, il faut qu'ils acceptent, comme leurs concitoyens chrétiens, comme leurs concitoyens juifs, eh bien, de voir leur religion insultée, bafouée, etc. On peut être contre personnellement, je comprends que ça puisse révulser des croyants dans leurs croyances, je vous l'ai dit que moi-même je l'étais, mais en même temps, c'est la loi du pays et il faut s'y plier. Et encore une fois, si on n'est pas content parce que ça nous dérange, c'est pas le pays qui changera. Exactement. La place des femmes en France est de plus en plus menacée à cause du communautarisme islamique. Dans certains quartiers, les femmes ne sont plus acceptées dans les bars, elles sont obligées de renoncer à leur féminité. Quelle solution proposez-vous pour un retour à un mode de vie français et supprimer la charia dans ces lieux ? Déjà, le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut impérativement rétablir partout les symboles de l'identité nationale. Ça commence par une action économico-sociale qui s'appelle, je vous le rappelle, la préférence nationale. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on aura réservé les bénéfices de la solidarité nationale, c'est-à-dire les prestations non contributives, la solidarité nationale, c'est ce que vous donne le pays, ce que vous donne l'État, lorsque vous n'avez rien, même si vous n'avez pas cotisé pour avoir ça. C'est une aide en fait.
eh bien la solidarité nationale doit rester nationale. La solidarité nationale doit être réservée aux seuls nationaux. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment qu'on interdise toute forme d'expression communautaire dans les lieux, les prières de rue, le voile, j'en ai déjà parlé, d'interdire partout. Il faut casser un certain nombre de trafics et il faut casser l'ensemble des dérives communautaro-mafieuses qu'il y a dans certaines cités, dans certains quartiers. D'accord? On sait très bien que qui tient un certain nombre de quartiers du point de vue de l'économie souterraine, du point de vue de l'influence religieuse salafiste, tout ça doit être cassé. Alors évidemment, je ne me fais pas d'illusions, les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Et je ne dis pas non plus que par un coup de baguette magique, du jour au lendemain, tout va être rose et on va revenir à la France dont on rêve. Mais ce que je dis, c'est que s'engager dans un combat, effectivement, ne garantit pas de le gagner et encore moins de le gagner à court terme. Mais ne rien faire, c'est laisser faire. Et laisser faire, c'est ce qu'on a aujourd'hui et qui va aller en s'empirant. Donc il faut absolument restaurer, je pense restaurer aussi le service militaire, parce que ça c'est une bonne forme pour la bonne formule qui faisait pays, qui faisait nation. Exactement. Un creuset identitaire national où on apprend à saluer le drapeau, où on apprend les valeurs françaises, etc. Il y a tant et tant de choses à faire. La France est abandonnée. La France, vous savez, c'est comme un magnifique château qui nous a été légué par l'histoire et qui est laissé à l'abandon par les derniers héritiers. Nous proposons de restaurer ce château, voilà, de restaurer ses dorures, de restaurer ses façades et de faire en sorte que ce château soit très bon à vivre pour tout le monde et pour tous ces citoyens qui aiment la vie de château. Bien sûr. Passons maintenant à notre troisième partie qui s'appelle « Comment repenser le féminisme à droite ?» Dans nos souvenirs, la journée de la femme était plutôt une célébration où un mari offrait des fleurs à son épouse. Aujourd'hui, pour les manifestations du 8 mars, on voit des jeunes femmes porter des pancartes du type « Délivrez-vous du mal, soyez lesbiennes, il faut couper les couilles de tous les hommes sont des bâtards, men are trash, etc. etc. » Ce qui nous fait penser que le combat des féministes dites mainstream est d'entretenir la guerre des sexes. Et beaucoup de femmes ne se reconnaissent pas dans ce discours. Qu'en pensez-vous? Si vous voulez, le problème, c'est que il y a à l'œuvre dans notre société contemporaine des tendances mortifères, des tendances suicidaires. Je pense que l'écologie contemporaine emporte des velléités d'extinction de l'espèce humaine, puisque le principal véhicule de la pollution, c'est l'être humain. Finissons-en avec l'être humain. Et le féminisme participe, le nouveau féminisme participe aussi de cette tendance suicidaire de notre société, à savoir que la perpétuation de l'espèce humaine, comme de toute espèce d'ailleurs, elle est fondée sur quelque chose de très simple, qui est l'attraction qu'une femme éprouve sur un homme et qu'un homme éprouve sur une femme. Voilà. Si l'humanité s'est perpétuée à travers les siècles et les millénaires, c'est à cause de ça. Vouloir criminaliser cette attractivité entre les deux sexes, naturelle, c'est précisément vouloir éteindre l'espèce humaine. Voilà. Il n'y a rien de plus beau justement que dans la différence entre un homme et une femme, que cette espèce d'harmonie, d'alchimie qui peut naître entre un homme et une femme. Parce qu'un homme et une femme sont deux êtres humains qui ne voient pas les choses de la même façon, qui n'appréhendent pas la réalité de la même façon, qui peuvent avoir une relativité et une complémentarité des points de vue. Nous pensons plutôt que les rapports entre les hommes et les femmes sont des rapports d'harmonie, des rapports de complémentarité, des rapports pacifiés. Vous voyez ? Nous n'entretenons pas cette espèce de haine de tout et de rien. Alors on va haïr les conducteurs de voitures, on va haïr les femmes parce que ce sont des excités, les femmes vont haïr les hommes parce que les hommes sont tous des ivrognes et des féminicides, etc.
loin de moi de nier, si vous voulez, ces réalités. Mais ces réalités ne résument pas la totalité de ce que peuvent vivre dans une société un homme et une femme. Dieu merci, Dieu merci. Donc moi je pense, si vous voulez, que de ce point de vue-là, il est bon de raison garder. Je pense que la plupart, comme vous le disiez, la plupart des femmes ne se reconnaissent pas dans ces hystéries néo-féministes qui considèrent ni plus ni moins l'homme comme un ennemi. Non, je pense que moi, en tout cas, toutes les femmes que je côtoie et tous les amis que j'ai qui sont des femmes, elles ne comptent pas, enfin, elles ont toutes des petits copains, les garçons ont tous des petits. Heureusement qu'il y a quand même, si vous voulez, une stabilité et une raison et une froideur de l'ensemble de la société et de nos concitoyens par rapport à ces pics de haine d'une minorité vociférante, très visible sur les médias, mais dans laquelle les femmes ne se reconnaissent pas. Vous sortez dans la rue, vous arrêtez une femme, vous lui posez la question, vous préférez que le jour J, un homme vienne vous offrir des fleurs en vous disant « Madame, vous êtes très jolie, vous êtes très bien habillée » ou est-ce que vous préférez une espèce d'hystérique qui crie « Il faut couper les couilles aux hommes » ? Je pense qu'entre les deux, elle choisira le premier. On est d'accord, entièrement d'accord. En parlant d'écologie, la gauche considère l'écologie comme une chasse gardée. Considérez-vous qu'il en va de même pour le féminisme ? Il n'y a rien de chasse gardée à gauche. En tout cas, tout ce que la gauche a gardé, elle l'a détruit. Tout ce que la gauche a gardé, elle l'a détruit, elle l'a perverti, elle l'a vidé de sa substance. D'accord ? Que ce soit l'immigration, qui naguère était assimilée sous la gauche, elle est restée ce qu'elle est. Elle a désintégré le pays, elle a désintégré une partie de notre identité nationale. Lorsque la gauche a récupéré l'écologie, elle en a fait une sorte d'écologie punitive, sacrificielle, qui pèse d'ailleurs davantage sur les classes moyennes et populaires que sur les bobos des grands centres urbains qui, de toute façon, eux, lorsqu'ils ont leur frigo rempli à 3 mois d'échéance, et bien sûr, la fin du monde devient un problème. Lorsqu'à partir du 18 du mois, vous ne savez pas quoi mettre dans votre frigo, votre souci, c'est plus la fin du mois que la fin du monde. Donc, tout ce que la question sociale récupérée par la gauche qui a trahi les ouvriers, l'ouvrier français. D'ailleurs, l'ensemble de la classe ouvrière se retrouve aujourd'hui au Rassemblement national, qui est depuis les années 90 le premier parti de France, le premier parti ouvrier de France. Donc la gauche, là aussi, a failli. Pour le féminisme, c'est exactement la même chose. Là où le féminisme, initialement, c'était le droit de vote des femmes, le droit pour une femme d'ouvrir un compte bancaire sans avoir l'accord de son mari, des avancées positives qui effectivement libèrent la femme d'un certain nombre de carcans administratifs et la reconnaissent comme un sujet de plein droit de notre société. C'était ça le féminisme positif. Aujourd'hui, le féminisme est un féminisme haineux, c'est un féminisme totalitaire, c'est un féminisme autocentré qui ne se pense plus en tant que tel, mais qui se pense en tant que haineux de quelque chose. C'est-à-dire, en fait, il ne lutte pas pour le droit des femmes, il croit qu'en détruisant l'homme, la femme sera plus libre. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'un homme a besoin d'une femme pour vivre et une femme a besoin d'un homme pour vivre. Les couples homosexuels, je les respecte, il n'y a pas de problème, mais la majorité des couples restent quand même hétérosexuels et donc il faut qu'on respecte la nature sexuelle de chacun. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que ces mêmes personnes vous demandent de respecter les différentes sexualités, ce que je respecte, mais commençons d'abord par respecter la sexualité de la femme en tant que femme, de l'homme en tant qu'homme, avant même de parler de couple, voyez ? Donc voilà, il faut juste se penser non pas en opposition par rapport à quelque chose, mais au contraire se penser positivement par rapport à soi, par rapport à ses droits, par rapport à l'amélioration de ses droits dans la société. Et je suis désolé, l'amélioration de ses droits dans la société ne passe jamais par l'écrasement du droit des autres. Hein. On est d'accord. D'ailleurs, en parlant de ce féminisme des gauches haineux, pensez-vous réellement que leur combat sert la cause des femmes avec leurs débats racialistes, leurs réunions en non-mixité, la couleur des jouets, du cartable et l'écriture inclusive ? Pensez-vous réellement que ça sert les femmes ? Non, parce que si vous voulez, aujourd'hui, le droit des femmes, lorsque le droit des femmes est bafoué, on en a parlé tout à l'heure, lorsque vous avez en France
des endroits où les femmes sont persona non grata, des cafés où parce que vous êtes une femme vous ne pouvez pas y aller, des quartiers où vous ne pouvez pas vous balader en mini-jupe ou en bras de chemise parce que vous êtes regardé, on vous crache dessus, on vous traite de prostituée, on vous traite de je ne sais quoi. C'est là les véritables régressions, c'est là les véritables gisements de combat pour les féministes. Or, ils n'iront jamais, les féministes, se battre dans ces seuls endroits où il y a lieu de se battre pour la femme, précisément comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'ils sont prisonniers de leur idéologie gauchiste qui leur explique que parce que les auteurs de ces actes antiféministes sont issus de la diversité, ils ont le droit. Les seuls qui n'ont pas le droit de faire ça, ou même la moitié de ça, ce sont les mâles blancs. Exactement. Voilà. Mais si vous êtes issu de la diversité, ça a été jusqu'à... Il l'a violé, ah oui, mais parce qu'il n'avait pas les mêmes codes culturels. Exactement. Voilà. Et donc, je pense que les féministes actuels, de par le fait qu'ils sont lestés par leur idéologie gauchiste, sont les pires ennemis des femmes. Exactement, on est d'accord. Le Rassemblement national a pour paradoxe d'être dirigé par une femme, mais en même temps de souffrir d'une réputation de mouvement opposé aux droits des femmes. Que pouvez-vous dire pour convaincre les femmes qui ont encore peur du RN? Bah écoutez, il n'y a qu'à regarder la présidente. Nous sommes effectivement le seul parti de France, le seul grand parti de France, et même le seul parti de France à être dirigé par une femme. Nous sommes le seul parti de France à avoir présenté à l'élection présidentielle une femme. Et le seul parti de France où une candidate est arrivée au deuxième tour de la présidentielle. Donc, évidemment, nous avons une vision qui est une vision équilibrée du rôle de la femme. C'est-à-dire que, par exemple, nous prenons effectivement un salaire de parent au foyer. Mais nous n'avons jamais dit que c'était obligatoirement une femme. C'est-à-dire que, je prends moi mon exemple, si effectivement mon épouse travaillait et gagnait autant que je gagne, moi il n'y aurait aucun problème pour que je reste à la maison m'occuper de mes enfants. D'ailleurs j'ai pris, quand mes enfants sont nés, j'avais pris un congé pour m'occuper d'eux. Donc on n'a pas de problème avec ça. Donc qu'il y ait un salaire parental que nous défendons, c'est le cas, mais nos adversaires nous caricaturent toujours en disant « Ah oui, mais ils veulent donner un salaire pour la femme au foyer ». C'est pas ce que nous disons. C'est pas ce que nous disons. Nous disons juste qu'effectivement, une femme, elle a ce trésor unique de donner la vie. Et donc à partir du moment où une femme donne la vie, c'est quelque chose qui ne passe pas par la sphère marchande. Donc une femme qui travaille, elle est obligée de s'arrêter pour donner naissance à son enfant, pour pouvoir s'en occuper les premières semaines, idéalement les premiers mois, et que effectivement nous pensons qu'un parent au foyer pour s'occuper de l'enfant jusqu'à un certain âge, il rend un service à la société. C'est-à-dire que les enfants jusqu'à l'adolescence qui ont un parent chez eux, eh bien ce sont des enfants qui réussissent mieux à l'école, qui ont moins de chances de zoner, de traîner après l'école et à faire des bêtises, qui ont moins de chances de finir à faire des grosses bêtises pour être éventuellement condamné par les juges, etc. Donc c'est vrai qu'un parent au foyer rend un service à la société, et donc à partir du moment où il rend un service à la société, il n'est pas complètement déraisonnable ni fou de le rémunérer. Mais c'est pas propre à la femme. Si c'est une femme qui veut faire ça, tant mieux. Mais si c'est un homme, c'est pareil. Ben voilà. Je vais rebondir là-dessus. Marie-France Garot avait un programme pour les femmes lorsqu'elle était candidate à la présidentielle en 1981. Est-ce que le RN a-t-il un programme spécialement dédié aux femmes, et si oui, lequel? Nous n'avons pas de programme dédié aux femmes parce que nous ne raisonnons pas comme nos adversaires communautaristes. C'est-à-dire pour nous, les femmes, ce n'est pas une communauté. Donc une femme est une citoyenne de plein droit et à part entière, qui a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'homme. Voilà. Et donc nous n'avons pas de programme spécifique parce que nous sommes pour l'égalité absolue entre l'homme et la femme, qui sont des êtres encore une fois différents, mais qui sont égaux en droit. Voilà. Et donc, n'étant pas communautariste, ni du communautarisme sur les origines, ni du communautarisme sexuel, nous ne voyons pas un Français d'origine espagnole ou un Français d'origine italienne ou d'origine sénégalaise ou d'origine marocaine. Nous voyons un Français.
nous ne voyons pas une Française parce que c'est une femme. Nous la voyons parce que c'est une citoyenne et parce que les autres sont des citoyens. Et donc, j'en profite pour rebondir en disant que je pense que l'un des grands malheurs de la France, ça a été d'abandonner ce concept structurant, cette veine jugulaire qui fait partie intégrante du creuset national et qui même le résume, c'est le concept de citoyenneté. Tant que nous ne remettons pas le concept de citoyenneté au cœur d'un projet, eh bien, la nature ayant horreur du vide, si vous ne reconnaissez plus le citoyen, ben vous allez reconnaître la femme, l'homosexuel, le noir, l'arabe, etc., etc. Nous sommes contre ça. Nous ne voyons que des citoyens, et la citoyenneté, c'est à la fois un contenant et un contenu. La citoyenneté, c'est pas simplement d'être titulaire de la nationalité française. La citoyenneté française, c'est un contenant. Mais cette citoyenneté française doit être remplie par la France, c'est-à-dire par l'identité nationale. Et d'ailleurs, comme je l'explique souvent, on parle de carte nationale d'identité. C'est pas qu'une carte. À l'intérieur de cette carte, il y a une identité qui se réfère à une nation. Eh bien, nous entendons faire en sorte que ces trois termes redeviennent consubstantiels. Et une fois qu'on aura rétabli dans ces conditions la citoyenneté, eh bien, en tout cas juridiquement et sociologiquement, nous ne verrons plus des femmes, nous ne verrons plus des hommes, nous ne verrons plus des noirs, nous ne verrons plus des arabes, nous ne verrons plus des blancs, nous verrons des citoyens. Voilà. Alors, pour la dernière question, alors pour beaucoup de filles de Némésis, Brigitte Bardot est un exemple. Elle a été le modèle de Marianne, elle représente la France des clochers et en même temps celle des libertés féminines. Et pour vous, Monsieur Messia, quelle femme symbolise le mieux le modèle français? Ah. Vaste question. Elle est très ouverte. Vous me prenez un peu de cours. Moi, j'avais beaucoup de respect et d'admiration pour Yvonne de Gaulle. Ah, Madame de Gaulle, l'épouse de Gaulle, oui. Yvonne de Gaulle, qui était une femme qui a joué un rôle gigantesque dans la vie du général de Gaulle, qui a eu à jouer un rôle à la fois auprès de son mari et dans sa maison, puisque vous savez qu'elle était maman d'une fille trisomique. Et donc, moi, je trouve que c'est une femme qui force le respect et l'admiration par son courage, par les choses incroyables qu'elle a réalisées, tout en étant très discrète. Oui, c'est vrai, en effet. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup, Je vous en Monsieur prie. Messia.